Il ne reste plus que 5 jours avant le coup d'envoi d'un événement sportif mondial, et l'organisation qui le dirige est déjà engloutie dans un scandale, des assignations, un bug de billetterie qui a offert des places gratuitement, et un chœur croissant de voix appelant le monde à simplement rester à l'écart du pays qui accueille la plupart de ces matchs. Et pourtant, au milieu de ce chaos, l'un des pays co-hôtes se retrouve dans une position qu'il n'avait jamais réellement envisagée, non seulement en tant que participant, mais aussi en tant que bénéficiaire de tout ce qui tourne mal pour son voisin. Ce pays, c'est le Canada. Et ce qui se déroule autour de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 vous indique quelque chose d'important, non seulement sur le football, mais sur la façon dont le pouvoir, la politique et le droit de la protection des consommateurs redéfinissent l'un des plus grands événements sportifs de l'histoire humaine. Commençons par le cœur du scandale, car les chiffres à eux seuls sont ahurissants. Pour la Coupe du Monde 2026, la FIFA a abandonné les plafonds de prix pour les matchs se déroulant aux États-Unis et au Canada, une décision que les responsables ont justifiée en affirmant que les restrictions de prix pousseraient simplement les acheteurs vers des plateformes tierces comme StubHub. Cette décision politique, déguisée en logique de marché, a fini par allumer une très longue mèche. Les répercussions ont été suffisamment graves pour que la procureure générale de New York, Letitia James, et la procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, émettent des assignations formelles à la FIFA dans le cadre d'une enquête conjointe sur les pratiques de billetterie de l'organisation. L'enquête se concentre en particulier sur les matchs du MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey, où 8 rencontres, dont la finale, sont prévues. Les procureurs généraux ont accusé la FIFA de créer ce qu'ils ont qualifié d'un parcours d'obstacles de confusion, de rareté factice et de prix impossiblement élevés. Cette tournure n'est pas le langage habituel d'un communiqué de presse rédigé par des équipes juridiques prudentes cherchant une résolution discrète. C'est le langage d'une confrontation politique. La pression juridique qui s'accumule autour de la FIFA aux États-Unis n'est pas une plainte de consommateurs de niche. C'est une enquête d'État soutenue par le pouvoir d'assignation de 2 des procureurs généraux les plus influents du pays. L'enquête va plus loin que le choc des étiquettes. Les autorités ont également examiné les allégations selon lesquelles la FIFA aurait modifié les plans de sièges en cours de vente, reléguant les fans qui avaient impayé pour des catégories premium à des emplacements moins souhaitables que ceux annoncés au moment de l'achat. Le département de la protection des consommateurs et des travailleurs de New York a rejoint l'enquête, son commissaire qualifiant les accusations de pratiques ouvertement trompeuses de choses que son bureau prendrait très au sérieux. Selon les enquêteurs, la tarification dynamique a permis à la FIFA d'augmenter les prix d'environ 89 des 104 matchs d'environ 34% entre les différentes phases de vente, tout en affirmant publiquement que la demande écrasante épuisait presque l'offre. La spirale tarifaire au cœur de cette enquête ne s'est pas déroulée dans le silence. Les principales organisations de supporters de football ont exigé que la FIFA arrête immédiatement la vente de billets, avertissant que des prix approchant 9 000 $ pour les places premium de la finale excluraient effectivement les véritables supporters du tournoi. Football Supporters Europe, qui a qualifié les tarifs d'extorsion, a lancé cet appel après que les associations nationales ont commencé à diffuser des listes de prix montrant des coûts jusqu'à 7 fois supérieurs à ceux payés par les fans lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. 7 fois supérieurs. Ce n'est pas une prime modeste justifiée par un marché hôte plus coûteux. C'est une décision structurelle de traiter l'événement le plus sacré du football mondial comme une marchandise de luxe plutôt que comme un spectacle public. L'explication officielle de la FIFA, répétée par son président Gianni Infantino, était d'une simplicité frappante. Il s'adaptait simplement au marché nord-américain. S'adapter au marché comme si les fans d'Allemagne, du Sénégal, d'Iran et de Colombie, des personnes qui suivent leurs équipes nationales depuis des décennies, devaient simplement recalibrer leurs attentes de revenus avant d'embarquer pour le New Jersey. À titre de contexte, les places à prix nominal au stade de la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar variaient d'environ 200 $ à un peu plus de 1 600 $. Pour la finale de 2026 au New Jersey, la fourchette de prix nominal s'étend d'environ 2 000 $ à plus de 6 300 $. C'est le prix officiel avant qu'une plateforme de revente n'intervienne. Sous la pression du public, la FIFA a publié des billets à 60 $ pour un nombre extrêmement restreint de places nichées dans les coins supérieurs des stades. Ce geste était davantage destiné à l'image qu'à l'accès réel. Le mécanisme de vente des billets a ajouté sa propre couche d'opacité. Même pendant les fenêtres de vente de dernière minute, la FIFA a libéré des billets pour divers matchs à intervalles irréguliers tout en incitant les fans à agir maintenant.
ce qui signifie que quelqu'un se connectant un jour donné n'avait aucun moyen fiable de savoir si les billets proposés étaient les derniers disponibles ou si d'autres apparaîtraient plus tard à des prix inférieurs. Cette architecture d'incertitude n'est pas accidentelle. C'est un choix de conception. Pendant ce temps, l'illusion de rareté a été publiquement démantelée par un universitaire. Un professeur d'économie de l'université de Boston, Florian Eder, a publié sur X une carte des sièges montrant de grands blocs contigus de billets invendus, contredisant directement le récit de la FIFA selon lequel la demande épuisait l'offre. Quand un économiste, muni d'une carte des sièges, peut embarrasser un organe directeur mondial une semaine avant l'ouverture du tournoi, le problème de crédibilité n'est pas mineur. Il est fondamental. Ajoutons à cela le bug. Une erreur de tarification sur la plateforme officielle de billetterie de la FIFA a affiché certaines places de catégorie 2 pour le match du Canada à Toronto à une valeur négative d'environ 2000 $. Les fans qui ont ajouté d'autres matchs de la Coupe du Monde à Toronto à leur panier ont pu laisser ce solde négatif compenser leur total, ramenant le montant final à zéro. Environ 60 personnes ont découvert cela, ont finalisé la commande, ont reçu des courriels de confirmation et ont raisonnablement cru avoir obtenu une bonne affaire. La FIFA a contacté ses fans peu après, confirmant que les réservations avaient été annulées à cause d'une erreur de traitement de paiement. Ces 60 fans se sont alors vus imposer un délai de 7 jours pour payer le prix complet initial, sous peine de perdre leur place. Le bug est survenu à un moment particulièrement sensible pour une organisation déjà critiquée pour ses longues files d'attente virtuelles, ses mises à jour d'indisponibilité floue et sa tarification dynamique qui avait poussé certains billets de match à plusieurs milliers de dollars avant même que la plupart des fans puissent passer la salle d'attente. Pour compléter le catalogue de dysfonctionnements, en avril, la plateforme officielle de revente de la FIFA a affiché 4 places pour la finale au MetLife Stadium à près de 2,3 millions de dollars chacune. 4 billets pour un événement sportif, pas pour une île privée, pas pour un bien immobilier, affichés à des prix dépassant la valeur médiane d'une maison dans la plupart des villes nord-américaines. Que ce soit par bug ou par une forme de positionnement de marché, le signal pour les fans ordinaires était clair. Ce tournoi n'était pas fait pour eux. Tout cela aurait déjà suffi à ternir la réputation de la FIFA dans n'importe quel contexte politique. Mais la Coupe du Monde 2026 ne se déroule pas dans un contexte politique ordinaire. Elle se déroule dans l'Amérique de Trump. Et ce contexte a transformé ce qui aurait pu être une simple affaire de protection des consommateurs en une question à véritable poids géopolitique. C'est ici que la position inattendue du Canada commence à prendre forme. Amnesty International a publié un avertissement officiel détaillant que les États-Unis, sous le président Trump, font face à ce qu'elle décrit comme une urgence des droits humains, marquée par des politiques d'immigration discriminatoires, des détentions massives et des arrestations arbitraires par des agents fédéraux masqués de l'ICE et d'autres agences. L'organisation a spécifiquement signalé que des millions de fans de football assistant à la Coupe du Monde 2026 risquaient de se retrouver face à ce qu'elle qualifie d'attaque troublante aux droits humains. Ce n'est pas le commentaire d'un groupe de réflexion partisan. C'est l'organisation des droits humains la plus reconnue au monde qui signale officiellement le pays hôte principal d'un grand événement sportif international comme un lieu de préoccupation active quelques semaines avant le match d'ouverture. Les proclamations de l'administration Trump restreignant l'entrée des ressortissants de 39 pays ont ajouté une barrière directe et pratique à la participation. Les fans de la Côte d'Ivoire, d'Haïti, d'Iran et du Sénégal, tous qualifiés pour le tournoi, sont soumis à des interdictions de voyage et seront légalement incapables d'assister à un match de la Coupe du Monde sur le sol américain, à moins d'avoir déjà obtenu un visa avant l'entrée en vigueur de l'interdiction. Imaginez cela un instant. 4 des 48 nations de ce tournoi ont des supporters légalement empêchés de voir leur équipe jouer dans la majorité du pays hôte. Le président de la FIFA a promis la Coupe du Monde la plus inclusive de l'histoire. Le gouvernement des États-Unis a rendu cette promesse impossible à tenir, du moins sur son territoire. Un certain nombre de parlementaires européens et de figures majeures du football ont pointé du doigt les tarifs douaniers de Trump, ses déclarations de politique étrangère expansionniste et la répression immigratoire de l'administration comme raison pour que les fans internationaux reconsidèrent leur déplacement aux États-Unis. Ces inquiétudes ont atteint les plus hautes sphères de la mémoire institutionnelle du football. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a cité un expert anticorruption qui avait conseillé aux fans de rester à l'écart, ajoutant que, à l'arrivée,
quiconque ne satisfait pas les fonctionnaires de l'immigration pourrait s'attendre à être renvoyé directement sur le prochain vol. Quand un ancien président de la FIFA, figure déjà compliquée, soutient publiquement un appel au boycott, le signal envoyé à la communauté internationale du football est impossible à ignorer. Des rapports selon lesquels des agents de l'ICE pourraient assister au match de la FIFA pour vérifier le statut juridique des spectateurs ont provoqué une alarme particulière. L'avocat suisse Marc Piet, spécialiste de la criminalité en col blanc et de l'anticorruption, a formulé cela dans les termes les plus durs. Si nous considérons tout, il n'y a qu'un seul conseil pour les fans, restez loin des USA. L'exécutif de la Fédération allemande de football, Oliver Bierhoff, a soulevé publiquement la question d'un boycott, déclarant qu'il se demandait sincèrement quand il serait temps d'y penser concrètement et que pour lui, ce moment était déjà arrivé. Aucun boycott officiel n'a encore émergé. La FIFA détient un pouvoir financier immense sur les fédérations nationales et aucune n'a encore été prête à sacrifier sa participation. Mais le sentiment est réel, il est répandu et il oriente déjà les décisions des fans. Un supporter allemand a déclaré à Reuters « Je crains de ne pas être autorisé à entrer dans le pays. J'ai décidé de voler au Canada au maximum, mais pas aux USA. » Cette citation porte un monde d'implications. Un fan prêt et capable d'assister au tournoi, avec les ressources, le temps et la passion pour voyager internationalement pour le football, trace une ligne géographique délibérée à la frontière canadienne. Et cela nous amène à ce que le Canada peut réellement gagner, ainsi qu'à la réalité véritablement compliquée de ce que l'accueil de ce tournoi coûte réellement. Le Canada accueillera 13 matchs au total, répartis entre Toronto et Vancouver. Toronto en organisera 6, dont le match d'ouverture du Canada contre la Bosnie-Herzégovine, le tout premier match masculin de Coupe du Monde joué sur le sol canadien. Vancouver en accueillera 7, incluant les huitièmes de finale et les quarts de finale, avec 2 des matchs de groupe du Canada également là-bas. Pour un pays qui a historiquement regardé les Coupes du Monde de l'extérieur et où le football est depuis longtemps décrit comme le sport à la croissance la plus rapide du pays, le poids symbolique de l'accueil est difficile à surestimer. L'équipe nationale masculine du Canada s'est qualifiée pour la dernière Coupe du Monde en 1986. C'est un écart de 40 ans. L'idée que ces joueurs foulent un terrain national devant leurs propres supporters pour la première fois en 4 décennies a une réelle force émotionnelle. Les prévisions économiques sont importantes, bien que les économistes crédibles les encadrent avec prudence. Les analystes ont projeté que la Coupe du Monde générerait une hausse mesurable du PIB canadien tiré du tourisme et des dépenses d'hôtellerie, avec des gains du tourisme international estimés entre 1 et 5 milliards de dollars et une hausse des dépenses nationales entre 500 millions et 1 milliard 500 millions de dollars. Le chef économiste Doug Porter était clair en soulignant que l'impact réel tend à être relativement modeste et représente un pic de dépenses de courte durée plutôt qu'une transformation structurelle. L'évaluation commandée par la FIFA était plus optimiste, estimant que la préparation et l'accueil de la Coupe du Monde contribueront à hauteur de 3,8 milliards de dollars canadiens à la production économique positive, dont 2 milliards de dollars canadiens ajoutés au PIB. 1,3 milliard de dollars canadiens de revenus du travail, 700 millions de dollars canadiens de recettes publiques et la création ou la préservation de 24 100 emplois. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a projeté que l'événement générerait plus d'1 milliard de dollars en recettes touristiques dans les 5 années suivant les Jeux, l'argument de l'héritage selon lequel l'accueil place Vancouver sur la carte mondiale, de façon à ce que les dividendes se paient longtemps après le coup de sifflet final. Cependant, une enquête du Globe and Mail sur les accords des villes hôtes apporte un contrepoids crucial. Les contrats que toutes les villes hôtes ont dû signer révèlent comment ce tournoi parvient à être fabuleusement rentable et remarquablement à faible risque, pour la FIFA. Les droits de diffusion, les sponsors et la majeure partie des revenus d'hospitalité retournent à Zurich. Les gouvernements absorbent la plupart des coûts pratiques et du risque financier. Les recettes projetées pour la Coupe du Monde masculine 2026 dépassent 13 milliards de dollars, mais les villes hôtes ne partagent pas de façon significative ces recettes. Elles prennent à leur charge les dépenses de rénovation des stades, les opérations de sécurité, les zones de fans, les adaptations de transport et les rénovations des espaces publics. Le Bureau du budget parlementaire du Canada a confirmé que le pays dépensera un peu plus d'1 milliard de dollars au total pour accueillir la Coupe du Monde, avec des contributions de tous les niveaux de gouvernement et une part fédérale estimée à 463 millions de dollars. Cela représente en moyenne 82 millions de dollars par match,
pour un tournoi dont les recettes mondiales reviennent à la Suisse. Toronto et Vancouver ont également enregistré certains des dépassements de coûts les plus élevés de toutes les villes hôtes du tournoi, dus à l'inflation, aux exigences de mise à niveau imposées par la FIFA, aux extensions temporaires de tribunes et aux exigences de sécurité nettement supérieures aux estimations initiales. Et pourtant, le dysfonctionnement de la partie américaine du tournoi pourrait attirer davantage de trafic international, plus d'attention médiatique et une perception mondiale plus sympathique envers les villes canadiennes hôtes que quiconque ne l'avait prévu. Le supporter allemand qui décide de voler à Toronto plutôt qu'au New Jersey n'est pas une abstraction. Il représente un segment réel du public mondial du football, recalibrant ses plans de voyage en temps réel, poussé non pas par une campagne marketing canadienne, mais par les conditions politiques américaines. La crise de billetterie s'est également déroulée différemment au Canada. La réponse législative de l'Ontario a été exceptionnellement directe. La loi ontarienne interdit aux individus et aux plateformes de revendre des billets d'événements au-dessus de leur valeur nominale. Après l'entrée en vigueur de ce plafond de prix, le marché de revente de la FIFA pour les billets de la Coupe du Monde à Toronto a été retiré de la plateforme entièrement. C'est précisément le type d'intervention de protection des consommateurs que la FIFA a résisté dans d'autres marchés, et l'Ontario l'a imposé en faisant de la non-conformité une question juridique formelle. Au 10 juin, 2 jours avant le premier match de la Coupe du Monde à Toronto, la pénalité administrative maximale pour revente illégale de billets en Ontario est de 25 000 $ pour les récidivistes. Le Premier ministre Doug Ford a déclaré clairement « Je n'ai aucun problème avec les entreprises qui réalisent un profit. J'ai un problème avec les monopoles et l'exploitation du citoyen moyen qui ne peut pas amener ses enfants à un match. » La province est allée plus loin. L'Ontario a averti directement la FIFA qu'elle pourrait faire face à une amende pouvant atteindre 250 000 $ pour non-respect de sa législation sur la revente, après avoir constaté que certains billets pour le match du Canada contre la Bosnie-Herzégovine étaient enlistés sur la propre plateforme de la FIFA au-dessus du prix nominal. Un gouvernement provincial qui lance un avertissement de $250 000 à l'organe directeur mondial du football une semaine avant le début de la Coupe du Monde sur son sol n'est pas un moment réglementaire banal. C'est le signal que le Canada ne se contente pas de se soumettre à l'autorité commerciale de la FIFA. Le défi pratique pour Toronto est que les scandales de billetterie n'ont pas produit des stades remplis. Dans un tournoi défini par la FIFA comme répondant à une demande de plus de 500 millions de billets contre seulement 6 à 7 millions disponibles, des milliers de places pour les matchs de Toronto restent invendues à l'approche du compte à rebours. Un commentateur de football a décrit la situation comme le plus grand tournoi de la planète laissant la base de fans dévoués de Toronto dans le froid, exclus par un système qui revendique simultanément une demande historique. Ce paradoxe, inabordable et invendu à la fois, est l'expression la plus pure de ce qu'est réellement le scandale de billetterie de la FIFA. Ce n'est pas un échec d'offre-demande, c'est un échec de philosophie tarifaire. Lorsque l'on abandonne les plafonds de prix au nom de l'efficacité du marché et que l'on utilise ensuite la tarification dynamique, des signaux d'indisponibilité opaques et des plateformes de revente superposées pour extraire le maximum de revenus de chaque siège, on peut simultanément produire des sections vides visibles dans un tournoi suivi mondialement tout en affirmant publiquement avoir reçu 500 millions de demandes de billets. Les places ne sont pas invendues parce que les fans ne les veulent pas. Elles sont invendues parce que les fans ne peuvent pas se les permettre. Et dans la ville qui a adopté la loi anti-revente la plus stricte d'Amérique du Nord, spécifiquement pour résoudre ce problème, la cause première, les décisions tarifaires principales de la FIFA, restent totalement intactes face à cette législation. Certaines places revues pour les matchs de Vancouver et Toronto se sont encore vendues pour des dizaines de milliers de dollars sur les plateformes secondaires. Une famille de 3 personnes à Vancouver s'est retrouvée complètement exclue. Les billets que nous pouvons trouver sont autour de 800 à 1000 $ par personne, et nous sommes une famille de 3. Le coût d'accès à ce que la FIFA commercialise comme une célébration globale partagée du football équivaut dans les villes hautes canadiennes à 1 mois de loyer. Ce n'est pas une coïncidence des conditions de marché. C'est la conséquence d'un organe directeur qui a décidé que le plafond commercial de la Coupe du Monde importe plus que sa promesse civique. Ce qui rend la position du Canada véritablement compliquée et réellement digne d'observation, c'est qu'il est à la fois bénéficiaire et victime du même dysfonctionnement systémique.
Le Canada profite de l'inhospitalité politique des États-Unis envers les fans internationaux, du dispositif d'immigration qui oriente les supporters européens et du Sud global vers les sites canadiens, et du sentiment général que Toronto et Vancouver sont des lieux plus sûrs, juridiquement responsables et accueillants pour regarder un match que les villes américaines où l'application fédérale de l'immigration plane en arrière-plan lors d'événements publics. Le Canada bénéficie également de la participation de son équipe nationale et du fait historique que, pour la première fois en 40 ans, un match masculin de Coupe du Monde sera joué sur le sol canadien. Mais le Canada est aussi en partie co-auteur de ses propres frustrations. Ses accords de ville hôtes cèdent le contrôle des revenus à Zurich. Ses stades dépassent le budget. Ses fans sont exclus par un système que l'Ontario lutte à contrer avec des amendes croissantes, tandis que la FIFA continue de tester la sévérité de l'application. Et l'histoire de billets la plus médiatisée du Canada la semaine précédant le tournoi n'est pas le récit d'un pays dont le football arrive enfin sur la scène mondiale. C'est le récit de 60 fans qui pensaient avoir reçu des places gratuites et qui reçoivent maintenant des ultimatums de paiement de 7 jours. Et pourtant le monde arrive, les caméras arrivent, 48 nations arrivent. Dans un tournoi où le pays hôte majoritaire a donné à la communauté internationale, sans raison, d'être mal à l'aise, le Canada a simplement dû rester son soi fiable, gouverné par la règle de droit. Et dans ce moment politique particulier, cela se révèle être un avantage concurrentiel que personne n'avait spécifiquement planifié. La leçon plus profonde ici ne porte pas réellement sur le football. Elle porte sur ce qui se produit lorsqu'un organe directeur mondial doté d'un pouvoir commercial immense opère dans un environnement politique qui a retiré les garde-fous habituels de la prévisibilité diplomatique. La FIFA a construit son infrastructure pour 2026 sur l'hypothèse que les États-Unis resteraient ce qu'ils ont toujours été, un hôte vaste, ouvert, commercialement agressif, mais fondamentalement accueillant. Cette hypothèse n'était plus valable. Et la FIFA n'a aucun plan de secours pour un monde où son principal pays hôte impose des interdictions de voyage aux fans de 4 de ses propres équipes qualifiées, où d'anciens présidents de la FIFA conseillent publiquement aux gens de rester à l'écart, où des procureurs d'État émettent des assignations, et où la plateforme de billetterie de la FIFA a fait bugger des places gratuites pour les matchs de Toronto avant de réclamer l'argent 5 jours avant le coup d'envoi. Le Canada n'a pas créé cette situation. Mais le Canada s'est positionné pour la dépasser. Et dans la géométrie étrange de 2026, c'est ce que signifie toucher le jackpot d'une Coupe du Monde qui n'a même pas encore commencé.